Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les candidats au baccalauréat sont situés sur leur sort depuis 14 h ce lundi 24 juillet. Le taux de réussite s'élève à 32,9%. Dans les centres de composition où les résultats ont été proclamés, la joie mais aussi la tristesse étaient au rendez-vous. Vous verrez le reportage dans ce journal. Le Parlement israélien a voté aujourd'hui une mesure clé du projet de réforme judiciaire porté par le gouvernement de droite, à l'origine d'un vaste mouvement de contestation et qui suscite l'inquiétude de pays étrangers alliés. Cette mesure, qui vise à limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement, a été approuvée par les 64 députés de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou sur un total de 120. Voilà pour le sommaire. Vous êtes les bienvenus sur RTU2. La fumée blanche est enfin apparue ce lundi dans le centre de composition du baccalauréat. Les résultats ont été proclamés dans les 551 centres. Un taux de réussite de 32,9%, légèrement supérieur à celui de l'année dernière qui était de 30,78%. Notre reporter Clarisse Kanyala était au lycée moderne Amadou Victor de Marcory au moment de la proclamation. Revivons ensemble ces instants inoubliables dans la vie de ces candidats. Il est 13h30 au lycée Amadou Victor de Marcory. Le chef de centre et quelques membres de l'administration se préparent pour proclamer les résultats du baccalauréat session 2023. Avant que les candidats ne soient fixés sur leur sort, des vérifications sont nécessaires. Nous sommes en train de préparer les fiches de signature de retrait pour que chaque candidat, quand on va remettre les relevés, puisse signer pour attester qu'il a reçu son relevé. Dans la cour, le stress se fait sentir. L'inquiétude se lit sur le visage des candidats et des parents. Il n'était pas trop stressé, mais ça arrivé ici, ça a commencé. C'est ainsi l'heure de vérité. Chaque candidat doit se rendre dans la salle de composition pour prendre sa collante. Mais les candidats impatients prennent leurs résultats sur Internet. J'ai vu sur le lien. Je suis trop contente. Parce qu'ils ont trop parlé sur mon bac en fait. Donc je suis trop contente d'avoir. L'attente est longue pour Anne et sa mère. La candidate, la peur au ventre, craque et ne peut retenir ses larmes. Après 15 minutes d'attente, Anne et sa mère sont enfin soulagées. C'est l'émotion. Parce qu'on a eu tellement peur. Il y a une de ses amies qui n'a pas eu, donc elle a commencé à pleurer. Elle a eu 229 points. Elle aura beaucoup de cadeaux comme ça. Pleurs de joie et de désespoir, tristesse et bonheur s'entremêlent. Difficile d'avoir des interviews avec les candidats malheureux. Beaucoup d'émotions lors de cette proclamation des résultats. Cette année, le taux de réussite au baccalauréat est de 32,09% sur toute l'étendue du territoire contre 30,78% en 2022. Félicitations aux admis et bon courage à tous ceux dont le succès a été remis à l'année prochaine. La saison des pluies vient aussi avec son habitude gastronomique. Le maïs est devenu depuis le début de la grande saison l'une des habitudes de consommation des Ivoiriens. À tous les coins de rue presque, on rencontre des vendeuses de maïs. À Cocody et à Bobo, les travailleurs et les étudiants ne s'en privent pas. C'est une bonne affaire pour les vendeuses qui réalisent d'importants chiffres d'affaires. Cependant, la consommation du maïs comporte quelque bienfait que ce soit. Un nutritionniste nous répond dans ce reportage signé Justin Kwasi. À peine retiré du feu, le maïs s'arrache comme de petits pains. Braisé ou bouilli, cette céréale de la famille des graminées est beaucoup prisée par les populations abidjanaises, surtout en ces temps de pluie. Depuis que le maïs est sorti, c'est un goûter, c'est comme goûter chez moi. J'aime bien prendre ça. Quand je mange ça, je me sens très très à l'aise. Quand je mange, c'est très très bon. Ça ne donne pas la constipation aussi. C'est l'heure de pointe dans la commune d'Abobo. Comme à l'accoutumée, Abou Diabaté s'offre un épi de maïs, un aliment qui, selon lui, est accessible et digeste. Le maïs est très bon. Quant à moi, le maïs contribue à ma santé. C'est un aliment qui est très vitaminé. Tout comme Abou, Lydie Mobio adore aussi consommer le maïs, une habitude qu'elle a jalousement conservée au fil du temps. Sa préférence, le maïs braisé. Je viens d'acheter le maïs braisé. Bon, je préfère le braisé par rapport au préparé.
Souvent, c'est les soirs comme ça, la descente, 16h, 17h. Quand je descends, j'en prends aussi. Les consommateurs de maïs, on les trouve un peu partout dans les rues d'Abidjan. Ici, au carrefour mendiant aux 2 plateaux, dans la commune de Cocody, le maïs bouilli est le plus sollicité. Le maïs, en tout cas, c'est bon, c'est doux. Moi, j'adore ça. Et puis le préparer, quand tu manges, tu digères bien par rapport à ce qui est braisé. Là, moi, j'adore ce qui est préparé. Consommer le maïs, les étudiants en raffolent. C'est le cas d'Élisée Kwame. Son goût pour le maïs remonte depuis le village. Quand je vais en famille rencontrer les parents, on fait un champ de maïs. Donc, par moment, on s'approprie de ça et on mange comme ça. Donc, du coup, étant en ville, il faut souvent manger. Au-delà de son aspect nutritif, cette culture de rente est devenue aujourd'hui un véritable business. Les vendeuses se frottent les mains. Avant, on fait savon. Maintenant, là, je vends maïs. Par jour, je vais vendre pour 5 000. À tout cas, il m'a sorti. Ça fait 2 semaines que je vends le maïs. Chaque jour que Dieu fait là, avant d'entrer, je gagne pour moi. Mais en quoi la consommation du maïs est-elle bénéfique pour l'organisme? Jules Kwasi, spécialiste en nutrition, donne des réponses. Le maïs, ça fait partie des céréales qui sont riches en groupe de vitamine B et qui, surtout le maïs jaune, c'est bien pour contient de la lutéine, c'est bien pour les yeux, hein, pour les personnes qui ont des problèmes d'yeux comme nous autres, par exemple, c'est bien, ça permet de corriger la vue. C'est bien pour la mémoire aussi le maïs, lorsque nous le mangeons bien, que ce soit braisé ou bien que ce soit bouilli ou bien que ce soit en farine. Tout excès nuit. Alors, une consommation exagérée du maïs peut être à l'origine de plusieurs maladies. Nous vivons aujourd'hui ce qu'on appelle les aliments intoxiqués. C'est-à-dire, on cultive le maïs sur des parcelles qui sont déjà infectées par les pesticides. Et ça, c'est pas bon. La consommation du maïs fait partie des habitudes des Ivoiriens. Le district autonome d'Abidjan peut aussi expliquer la baisse considérable de la production, d'où une hausse du prix du maïs. Rendons-nous à présent à Grand Bassam. La ville historique vient d'enregistrer son 3e terrain omnisport. Cet espace de loisirs doit occuper sainement les jeunes et les enfants. Ce terrain de jeu est un don de la mairie de Grand Bassam et il est situé au quartier Congo. Bintou Pekele. Les vacances battent le plein, partout dans le monde. À Grand Bassam, les enfants du quartier Congo reçoivent un cadeau. Un espace de jeu aménagé. Magnifique, splendissant, joli, agréable. C'est un cadeau, nous sommes heureux, nous sommes ravis. Il a choisi tout. J'ai joué à la maison, mais comme ils ont ouvert le terrain, je viens me balader ici. Sur le même site, un terrain omnisport destiné à leurs aînés, les jeunes. Sur ce terrain, plusieurs sports seront pratiqués. C'est un tout en un qu'on a eu. Il y a basket, le volleyball, le handball et le football. Donc on va essayer de voir dans quelle mesure chacun pourra occuper l'espace au moment opportun. C'est le 3e terrain omnisport de Grand Bassam. La particularité de celui-ci, il est ouvert à tous et de tout âge. Il porte le nom de Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse. Coût de réalisation de cette infrastructure, 70 millions de francs CFA. Avant même l'inauguration, les jeunes étaient nombreux à vouloir utiliser l'espace depuis l'ouverture ce matin. Malheureusement, la ville de Grand Bassam investissements dans les infrastructures sportives et dans des jardins publics aménagés. Nous avons évidemment intérêt à développer ce type d'infrastructure dans d'autres quartiers. Ça participe évidemment de l'insertion des jeunes dans notre société à Grand Bassam et leur permettre donc de s'épanouir sainement. Grand Bassam fait tout doucement sa mue. La vieille ville historique se modernise et Jean Loumoulou compte mettre les bouchées doubles. À la fois urbaniste et sportif, le maire de Grand Bassam entend installer ces terrains dans tous les quartiers de la ville balnéaire pour permettre aux jeunes de s'épanouir sainement. Les 2 sites de transit construits dans le nord par le gouvernement ivoirien ont commencé à accueillir les premiers réfugiés burkinabés. Un premier groupe de 51 familles, soit plus de 200 personnes, ont été accueillies aujourd'hui sur le site de Notadouo, dans la région du Bunkani. C'est dans le nord-ouest, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Burkina Faso. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, quelques 1500 maisons les attendent. Samedi, le site de Niomigué, près de la ville également frontalière de Ouangolodougou, dans la région du Tchologo,
toujours dans le nord, qui comptera 1080 maisons, avait accueilli un premier groupe de 191 réfugiés burkinabés. Les deux centres, totalement financés par le gouvernement ivoirien, pourront accueillir environ 10 000 personnes. Le gouvernement ivoirien et le HCR estiment à 31 211 le nombre de réfugiés burkinabés dans le nord de la Côte d'Ivoire. On quitte le nord du pays pour se rendre à présent dans le nord d'Abidjan. La commune d'Abobo a abrité une cérémonie d'hommage à Kandia Camara. Le peuple sénoufo de la commune entend remercier la première magistrate pour les actions de développement, de cohésion et d'entraide menées à Abobo. Kandia Camara, à son tour, les a invités à l'union et au vivre ensemble, comme nous le montre Assitan Diarra. Chants et danse. C'est dans cette atmosphère festive et conviviale que le peuple sénoufo de la commune d'Abobo a rendu hommage à la première magistrate Kandia Camara. À tour de rôle, chefs de communauté, femmes et jeunes n'ont pas manqué de lui témoigner leur gratitude pour les actions de développement, de cohésion et d'entraide menées au sein de la commune. On est très contents. Elle a beaucoup fait déjà, surtout le président de la République. Ce qu'elle a déjà fait, nous on est très contents. Nous sommes vraiment très heureux et très contents de voir aujourd'hui notre maman à tous essaie de faire une cohésion avec la jeunesse et régler tous les problèmes de nos quartiers. Vraiment, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Heureuse de cette initiative, Kandia Camara a félicité les populations, non sans les exhorter à l'union et au vivre ensemble. Merci à tout le Poro, tous ceux qui ont effectué les déplacements, même ceux qui ne sont pas venus, il faut leur transmettre nos remerciements. Nous voulons des élections, même dans la fraternité, parce que nous disons que les élections ce n'est pas la guerre. À l'issue de la rencontre, Kandia Camara a invité ses administrés à plus d'ardeur au travail et entend multiplier les actions de développement pour le bien-être des populations abobolaises. Plusieurs élus et cadres du pays ont pris part à cette cérémonie d'hommage. Et dans le chapitre culture, la 5e édition du Festival de Tohourou se tiendra le 28 et 29 juillet 2023 à Zébra. C'est dans la région du Haut-Sassandra. Ce festival est né pour promouvoir l'art oratoire en pays BT. Les BT qui sont de véritables spécialistes de l'oralité entendent, à travers le Tohourou, réussir un brassage culturel avec ce festival. Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra ont assisté à la conférence de presse de lancement. Sauvegarder le patrimoine culturel CROU à travers la promotion de l'art oratoire BT, le Tohourou, en vue de permettre le brassage culturel, gage de paix et de cohésion sociale. C'est tout le sens de l'annonce faite lors de la 5e édition du Festival de Tohourou, Festito, prévu les 28 et 29 juillet 2023 à Zébra, dans la région du Haut-Sassandra. Qu'on revienne aux sources, c'est-à-dire l'enseignement de la tradition orale, l'art oratoire, tel qu'on écoute l'art griotique et qu'on ne pense pas seulement à regarder les mélodies, la rythmique que fait le griot, qu'on écoute le message. Je souhaiterais qu'on retourne à cette école traditionnelle qui, à travers le Tohourou, est mis en exergue. Les Tohourous d'hier à aujourd'hui, c'est le thème de cette édition. Pour la pérennisation du Tohourou, le conférencier fait des propositions. C'est une question de transmission de génération à génération. Dans un premier temps, il faut qu'il y ait des détenteurs de l'art qui acceptent de le transmettre. Et il faut aussi, le deuxième groupe qui doit recevoir l'art, d'accepter de recevoir l'art. Si on n'a pas d'identité culturelle, quel modèle de développement nous pouvons choisir? Je pense que c'est important de connaître aussi nos racines. C'est vrai que nous servons le Seigneur, mais il faut que nous sachions aussi de là où nous sommes quittés. Les Festito, cet événement socio-culturel et gastronomique sera marqué par les awards du Tohourou, une nuit du conte et tradit moderne, des journées Tohourou et de cohésion sociale. Et hors de nos frontières, au Gabon, 19 candidatures ont été enregistrées par le Centre gabonais des élections pour la présidentielle prévue fin août 2023. D'importantes figures de l'opposition y sont, notamment Alexandre Barraud-Chambrier du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, Paulette Missambo de l'Union nationale. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est candidat à sa propre succession.
Le Parlement israélien a voté aujourd'hui une mesure clé du projet de réforme judiciaire voté par le gouvernement de droite à l'origine d'un vaste mouvement de contestation et qui suscite l'inquiétude de pays étrangers alliés. Cette mesure vise à limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement. Elle a été approuvée par les 64 députés de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou. On arrive à présent à la page sport de ce 19h30 avec Salif Ouattara. Nous parlerons encore une fois de la CAN 2023. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Avec vous, donc je l'ai dit, un séminaire sur l'héritage de la CAN a eu lieu à Grand Bassam pour réfléchir notamment sur la préservation des stades. On regarde cela et on en reparle avec Salif. Le comité local d'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football pense déjà à l'après-CAN 2023. Pour garder en état les différentes infrastructures de cette Coupe d'Afrique des Nations, le président du COCAN, Albert François Micha, a convié près de 200 experts ivoiriens et étrangers à un panel. Essayer d'anticiper ce qui va se passer, ce qui doit se passer, est forcément, à mon avis, plus rentable parce que vous précédez la faute et donc, du coup, vous allez amortir l'éventuelle erreur qui pourrait subvenir. On a présenté le modèle de gestion marocain. Après, bien évidemment, il faut l'adapter au contexte ivoirien. Ils sont déjà, en termes de réflexion d'après-CAN, ça veut dire qu'ils assurent déjà la réussite de l'organisation de la CAN. Démarré le jeudi 20 juillet 2023, les travaux se sont achevés 24 heures plus tard. Des réflexions ont été menées autour de la gouvernance des infrastructures sportives et non sportives, le capital humain de la CAN 2023, la constitution d'une mémoire du football, la planification et la programmation des charges récurrentes et les dépenses d'entretien des infrastructures. 6 stades accueilleront cette Coupe d'Afrique des Nations en 2024. C'est près de 500 milliards de francs CFA investis dans les différents travaux. Un budget colossal qui dépasse de loin celui dépensé par le Cameroun pour la CAN 2021. Pour le COCAN, il n'est pas question de perdre tout cet investissement après l'organisation de la compétition. L'héritage doit être préservé. Nous souhaitons qu'après 2023, précisément après 2024, les nouvelles générations sachent ce qui s'est passé lors de la 34e édition. Quels en étaient les acteurs? Quelles étaient les retombées économiques, les retombées sociales et même les retombées sociétales de cet événement? La CAN 2023 doit faire partie d'un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La RTI, radio-télévision diffuseur hôte de la compétition, était fortement représentée à ce séminaire. Alors Salif, est-ce qu'à l'issue de ce séminaire, on a maintenant une stratégie claire de durabilité sur les infrastructures sportives et non sportives de cette CAN? Je crois que c'est la réflexion qui est en train d'être menée par les différents acteurs. Effectivement, faire venir des pays, des représentants de pays qui ont déjà organisé des compétitions de ce genre pour se servir de leur modèle est quelque chose de bénéfique. Éviter au pays de l'éléphant, des éléphants blancs qu'on a pu constater dans bien d'autres capitales et bien d'autres pays qui ont organisé cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien. Mais le débat tourne autour de l'héritage, comment conserver nos différentes infrastructures en état, en bonne et due forme. Je pense que c'est ça la question. Il n'y a pas eu de solution forcément, mais il y a eu des échanges francs qui ont permis à la partie ivoirienne de comprendre comment est-ce qu'il faut procéder. Il y a le modèle marocain qui a beaucoup retenu l'attention, étant donné qu'on voit qu'au Maroc, les infrastructures sont bien entretenues, mais cela est dû à un championnat national qui est assez reluisant, avec des joueurs qui sont bien payés. Et donc cela veut dire que le championnat est assez performant et ça amène du public. Effectivement, dans ces stades-là, si vous n'avez pas un championnat assez performant et assez reluisant, vous n'aurez pas forcément du public et les gradins, les tribunes risquent de tomber en ruine. Donc, c'est un ensemble, en fait, qu'il faut y réfléchir. Il faut songer à avoir un véritable championnat national avec des clubs assez forts, assez représentatifs, avec des joueurs qui sont bien payés. Donc, la réflexion va au-delà des experts. La réflexion aussi devrait concerner les différents acteurs qui jouent permanemment sur ces pelouses. Très bien. Il n'y a pas que les infrastructures sportives, on l'a dit, les infrastructures non sportives aussi sont concernées donc, par ces réflexions tenues à Grand Bassam. Ne faudrait-il pas réfléchir aussi à un modèle économique pour exploiter ces infrastructures après la compétition? J'ai lu par exemple sur les réseaux sociaux la réflexion d'un jeune Ivoirien qui propose que les cités Cannes, l'une de ces cités, soit transformée en un site vaste de tournage de films.
Alors, pour la petite histoire, en réalité, c'est la première fois qu'un pays organisateur de la CAN construit des cités CAN. Ça n'a jamais été vu nulle part. C'est un déficit d'infrastructures de réceptifs hôteliers qui a amené cette idée qui est novatrice et qui va abriter en fait les poules, les pays de chaque poule dans ces différentes villes-là. Je crois qu'on a San Pedro, Boaké, Korogo. Donc, qu'est-ce que ces différentes infrastructures vont devenir? Bon, je pense que les réflexions ont beaucoup plus d'accueillir à nouveau ce genre de délégation étrangère pour des compétitions internationales. Merci beaucoup, Salif. Merci infiniment. Nous sommes très heureux de vous avoir eu. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très belle soirée sur RTI2.